Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonjour ou encore bonsoir, selon votre localisation sur la globe, et vous êtes tous les bienvenus dans le journal de la RPA de ce mercredi le 7 août 2024, dont voici les grandes lignes. Criminel renommé, un Imbonela Kouré de la commune Rugombo qui interceptait des personnes en provenance de la République démocratique du Congo traversant la rivière Lusizi a été arrêté en commune Rugombo de la province Cibitoke. La population de cette localité ne croit pourtant pas qu'il lui soit réservé une condamnation appropriée, d'autant plus qu'il est souvent appréhendé, mais pour être relâché dans de plus brefs délais. Il est demandé à la ministre de la Justice d'user de son pouvoir judiciaire et ainsi commanditer la saisine de la Cour suprême pour juger sur le fond l'affaire de la journaliste Floriane Idangabiye. La requête est de l'organisation ESDDH. Les enseignants dénoncent les irrégularités notoires relevées dans la mise en application de l'harmonisation des salaires. Enfin, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie ne cèdent guère quant au rapatriement suite à l'insécurité qui persiste au Burundi. Ils l'ont encore une fois expliqué à la délégation des autorités burundaises qui s'y était rendue ce mardi. Voilà pour le sommaire. À la présentation, vous êtes avec Janvier Ninina Hazoué. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, un certain Fabrice Manila Kiza, qui prétend être le promoteur d'un projet immobilier et accusé d'expropriation en zone Bouterere, s'en prend à la radio publique africaine RPA. Sur la plateforme X, organisée par Willy Nyamitwe, ambassadeur du Burundi en Éthiopie, Fabrice Manila Kiza s'est violemment attaqué à la RPA en semant la confusion autour des informations qu'il implique dans l'expropriation des civils à travers un entrepreneuriat opaque. Suivez. bijyanye n'ibintu RPA yavuze kandi ntasubiramo nkayita ko ari radiyo y'abantu navuga kirimo abantu b'imburakimazi kuko basanze vraiment Je vais m'exprimer sur les allégations de la RPA. Je le répète, je les qualifie de vauriens. Ils ont donné des informations qui ne sont pas bonnes à écouter et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Alors ma première réaction, si je relis avec ce que j'étais en train de dire, moi, Fabrice, je construis des maisons dans des parcelles que je cherche moi-même. Le gouvernement ne me donne pas de parcelles, Dieu est témoin. Si c'était le cas, je pourrais construire des maisons moins chères. Bobo Rugulika demandait ainsi que Fabrice explique aux Burundais où il trouve l'argent qu'il utilise pour construire ses maisons. Ce que je peux expliquer sur ça, mes dernières constructions, je les ai faites dans une parcelle d'un particulier. Il me l'a offerte pour lui payer en tranches. Alors, j'ai fait mes plans de construction qui ont été appréciés et j'ai eu donc des clients. Je demandais 35%. Le reste est payé soit cash ou en tranches ou même par crédit bancaire. Et je les aide à avoir des crédits bancaires. Alors ceux qui préfèrent payer en tranches, ils payent les 65% restants en tranches de 3 mois. Ceux qui veulent des crédits bancaires, ils payent les 35% d'abord et les établissements financiers leur octroient le crédit des 65% restants. Quelle banque? À propos des sources des fonds utilisés, la RPA a dit des personnes dont je n'oserais même pas prononcer les noms car elles sont très respectées. La CRDB a déjà octroyé des crédits à pas mal de nos clients, mais j'avais commencé à travailler avec la banque BHB. C'est elle qui finançait mes premiers clients. Je n'ai même pas touché à une pièce. Nous avions un partenariat avec BHB, mais là, on a failli détourner mon projet. N'eût été la main de Dieu.
La direction de la radio publique africaine dut ne pas être étonnée car toutes les personnes accusées de crimes de sang et de crimes économiques se sont toujours attaquées à la RPA au lieu de répondre à leurs accusations. Le journaliste Bob Rugurika, qui travaille également sur ce dossier d'expropriation des populations, déplore l'attitude de Fabrice Manirakiza et l'invite plutôt à réhabiliter ses victimes. Effectivement, j'ai suivi les attaques de M. Fabrice Manirakiza. Bon, c'est dommage qu'il procède de la sorte. On aurait aimé qu'il s'exprime sur les ondes de la RPA qui a traité ces informations qu'il implique dans ces pratiques d'expropriation des populations. Je ne voudrais pas beaucoup plus réagir à ces attaques, car c'est devenu une habitude pour toutes les personnes impliquées dans des crimes au Burundi. Au lieu d'apporter des réponses aux accusations portées contre elles, elles se lancent dans des attaques et des stratégies de désinformation et de manipulation de la vérité. Imaginez par exemple, sur le cas de Fabrice, au moment où nous avons, dans les informations diffusées par la RPA, cité même les numéros de parcelles que M. Fabrice Manirakiza est en train d'exproprier, il aurait été juste pour lui de dire qu'il ne connaît pas ces parcelles ou tout simplement de dire qu'il s'apprête à remettre ces parcelles aux propriétaires. Bon, du reste, en ce qui concerne ses vrais agissements et ses vraies relations avec les personnes derrière ces expropriations, Fabrice aura compris que nous sommes très professionnels et surtout polis. Parce que sinon, toute la vérité aurait fait beaucoup plus mal. Nous connaissons beaucoup de personnes qui travaillent comme lui pour le compte des voleurs de la République et des bandits en col blanc. Ce n'est pas cela qui nous intéresse, mais plutôt les droits des citoyens qui sont lésés par ces pratiques. Et là, nous ne comptons pas vraiment céder à quoi que ce soit. C'était là Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Et c'est un dossier à suivre. Page sécuritaire. Un corps sans vie a été découvert la matinée de ce mercredi près de la rivière Rusizi, au niveau de la 3e avenue à Nyamitanga, commune Buganda de la province Cibitoke. La victime est un homme qui n'a pas pu être identifié. Nos sources parmi ceux qui ont vu le cadavre parlent d'un assassinat par étranglement et le cadavre était également ligoté. Parlant toujours de la sécurité, arrestation ce mardi d'un des Imbonerakure de la commune Rugombo dans la province Cibitoke, accusé de vol et assassinat des personnes en provenance de la République démocratique du Congo traversant la rivière Rusizi. La population de la commune Rugombo craint que cet Imbonerakure ne tarde pas à être relâché car ce n'est pas sa première arrestation. Le point avec Walter Kwizera. Cet Imbonerakure arrêté est connu sous le surnom d'Otaiga. Il habite sur la 6e avenue en commune Rugombo, tout près de la rivière Rusizi. C'était ce mardi vers 17h quand Taïga est arrêté par d'autres Imbonerakure qui l'ont par la suite remis aux agents de l'ordre en commune Rugombo. Les informations en provenance de l'endroit où il a été capturé indiquent que Taïga est accusé d'attaquer la population, surtout les commerçants en provenance de la République démocratique du Congo, pour voler leurs biens. Taïga aurait même tué certains d'entre eux et les aurait jetés dans la rivière Rusizi selon les mêmes sources. Les habitants de Rugombo, même s'ils apprécient son arrestation, doutent qu'il sera vite relâché sans être jugé. Taïga n'est pas à sa première arrestation, déplore cette population et finit toujours par être libéré sans procès. Nos sources en commune Rugombo affirment que Taïga bénéficie de cette impunité car il est protégé par certaines autorités et hauts cadres de la commune Rugombo avec qui il partagerait tout ce qu'il vole aux commerçants en provenance de la République démocratique du Congo. Cette population demande donc avec insistance que la justice fasse correctement son travail et juge cet Imbonerakure surnommé Taïga qui aurait déjà tué beaucoup de personnes. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Rugombo. Merci à Walter Kwizera. En justice, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, EFDDH, demande à la ministre de la Justice d'instruire au procureur de la République la saisine de la Cour suprême pour juger sur le fond l'affaire de la journaliste Floriane Ilangabie. L'association EFDDH a émis cette requête dans une note d'analyse critique dans laquelle elle a démontré la violation de la loi dans le traitement du dossier de la dite journaliste. Les détails avec Nadège Irakodze. C'est toujours dans le cadre de plaider pour la libération de la journaliste Floriane Ilangabie, qui va bientôt totaliser 2 ans en prison, accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national, que l'association EFDH a sorti une note d'analyse critique ce 7 août 2024,
dans le but d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur le processus juridique du dossier de Florian Irangabiye, journaliste à la radio en ligne Igicaniro, qui a été caractérisé par une violation flagrante du Code de procédure pénale burundais. En effet, l'association ESDH se base sur l'arrestation et la garde à vue au service national de renseignement où il a subi un interrogatoire sans être assisté d'avocats conseils. Ce que cette association déplore, car le procès verbal de cet interrogatoire ne devrait pas avoir été pris en compte par le procureur général de la République ainsi que les différentes juridictions qui ont jugé cette affaire, car ils ont violé sciemment l'article 10, alinéa 5 du Code de procédure pénale burundais. Cette association montre également que l'infraction portée à l'encontre de Florian Irangabiye d'atteinte à l'intégrité du territoire national est sans fondement, car le ministère public n'a pas pu fournir des preuves tangibles de la commission de cette infraction, ce que l'association ESDH qualifie d'accusations fabriquées de toutes pièces et surtout politiquement motivés, dont sont souvent victimes les défenseurs des droits humains ainsi que les journalistes suite à leur métier. Par conséquent, cela a fait que la journaliste Florian Irangabiye a été condamnée à 10 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de francs burundais par le tribunal de grande instance, un jugement qui a été par la suite confirmé par la Cour d'appel ainsi que par la Chambre de cassation de la Cour suprême. C'est pour ces raisons que l'association ESDH demande avec insistance à la ministre de la Justice, étant donné qu'elle a déjà été saisie par les avocats de la défense de Florian Irangabiye pour une requête en révision depuis avril 2024, de tenir compte de toutes les violations procédurales commises dans le dossier de la journaliste Florian Irangabiye et ainsi ordonner au procureur général de la République à poursuivre la saisine de la Cour suprême, toutes les chambres réunies, en mettant préalablement et sans délai en liberté Florian Irangabiye. L'association ESDH a également demandé au président de la République, Evariste Ndayishimiye, de libérer cette innocente. Merci à Nadège Irakodze. Les détenus du Burundi sont emprisonnés en violation des règles minima pour le traitement des détenus adoptés par l'ONU et des lois nationales. Alors que ces textes prévoient que les détenus doivent avoir une alimentation suffisante pour maintenir leur santé et leur force, dans les prisons d'Ongozi, Gitega, Muramvya, Ruyigi et Bururi, ils ne reçoivent que du haricot depuis 3 semaines. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi interpelle donc le ministère de la Justice à s'occuper de cette question. Qu'il prenne des mesures urgentes résolvant ce problème qui ne cesse de se répéter depuis quelques années. Suivez à ce propos Maître Jean-Claude Nivurumunsi, responsable du département juridique au sein d'ACAT Burundi, qui donne quelques propositions de mesures à prendre. Il est urgent que le ministère de la Justice prenne des mesures immédiates pour résoudre cette crise alimentaire. Il est impératif de garantir un approvisionnement régulier et suffisant en nourriture pour tous les établissements pénitentiaires, en particulier ceux d'Ngozi, Gitega et Muramvya, Ruyigi, et ceux de Bururi qui connaissent une rupture injustifiée. Je demande au ministère de la Justice de mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation pour prévenir de telles ruptures à l'avenir. Il est également essentiel de revoir les contrats et les modalités d'approvisionnement en denrées alimentaires pour assurer leur fiabilité et leur durabilité. Je vais donc demander pour conclure que c'est vraiment un devoir à ce que les droits des détenus soient respectés, y compris le droit à une alimentation suffisante et de qualité. Il en va de la dignité humaine et du respect des normes internationales et nationales en matière de droits de l'homme et de régime pénitentiaire. C'était Jean-Claude Nivurumunsi, responsable du département juridique au sein d'ACAT Burundi. Une courte pause et on aborde la page gouvernance. Les cultivateurs de la commune Rugombo en province Cibitoke qui ont vendu leur production de graines de maïs à l'Anagesa s'indignent parce qu'ils n'ont pas encore été payés par cette agence nationale, bien qu'on leur avait exigé d'ouvrir des comptes pour que son montant y soit placé. Ces cultivateurs indiquent qu'ils ne savent plus à personne se vouer parce qu'ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins suite au manque de son montant. Plus de détails avec Vicky Chris Ninhelit. Ces cultivateurs de la commune Rugombo en province Cibitoke indiquent qu'on leur a exigé d'ouvrir des comptes il y a 2 semaines pour qu'ils puissent y verser l'argent des quantités de maïs vendues à la Nagesa. Mais jusqu'à présent, ils n'ont même pas encore une pièce de monnaie.
L'on n'a pas encore eu aucun sou. Ils nous ont dit d'ouvrir des comptes, nous l'avons fait, mais nous avons attendu en vain. Qu'ils nous disent que c'est une aide que nous avons donnée et qu'ils cessent de nous perturber. Personne ne sait si nous aurons l'argent ou non, que ce soit celui qui a vendu une petite quantité ou plusieurs kilos. Même celui qui a vendu 10 kilos, on lui demande d'ouvrir un compte. Et là, il est obligé d'avoir une certaine somme d'argent. Nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous sommes dépassés. Ces cultivateurs demandent aux responsables de la Nagessa de leur payer pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et préparer la prochaine saison culturelle. Nous sommes fatigués parce que ce sont ces récoltes de maïs qui devraient nous aider. Vous voyez notre situation. Nous n'avons ni manioc ni haricots. L'on avait seulement ces graines de maïs dans nos maisons. On les avait vendues pour subvenir à nos besoins, surtout qu'on approche de notre saison culturelle. Quels capitaux allons-nous utiliser alors qu'ils ne nous ont pas encore payé le montant de nos productions? Ils nous ont dit d'ouvrir des comptes et qu'après 2 ou 3 jours, nous aurons notre argent. Et voilà, 2 semaines viennent de s'écouler. Qu'ils nous disent la vérité et qu'ils cessent de nous faire dépenser encore de l'argent en nous exigeant d'ouvrir des comptes alors qu'ils ne nous donnent pas l'argent. Ces cultivateurs réclament l'argent des graines de maïs vendues à l'Agence nationale Anagessa lors de sa 2e campagne d'achat qui a eu lieu au mois de juin. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Prosper Dodico, avait fixé le rendez-vous de paiement au 15 juillet de cette année. Merci également à Vicky Chris Ninherete. En province Ngozi, les fournisseurs de la Nagessa ont été payés. Mais ces cultivateurs n'ont pas reçu la totalité du montant équivalent aux quantités vendues. Ils demandent des éclaircissements car jusque-là, ils ignorent pourquoi ils n'ont pas eu la totalité de leur argent ou même s'ils auront l'argent non versé. Suivez un des cultivateurs de maïs de la colline Rukecho en commune Busiga de la province Ngozi qui s'est confié à la RPA. Nous qui avons vendu nos récoltes de maïs à la Nagessa, nous saluons le fait que nous avons été payés. Mais nous avons été surpris car nous n'avons pas eu les montants correspondant aux quantités vendues. Et la Nagessa ne nous a rien dit. Nous ignorons donc qu'on nous donnera l'argent qui reste ou pas. Autre chose, nous ne savons pas que ça a été fait seulement ici chez nous en Ngozi ou si c'est dans tout le pays, nous voulons de la lumière. La RPA a contacté le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage. Prosper Dodico a refusé de nous répondre car, nous a-t-il expliqué, la RPA n'est pas un médium reconnu au Burundi. Poursuivant avec la page gouvernance, les employés de la Sosumo dénoncent une malversation et mauvaise gestion de la dite entreprise par les cadres de cette dernière. Inquiétés, ils demandent au gouvernement de suivre de près cette situation, surtout en ce moment où la Sosumo est en difficulté financièrement parlant. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Nul n'ignore la situation catastrophique dans laquelle se trouve la société sucrière du Mosso, Sosumo en sigle, une société qui avait temporairement suspendu ses activités jusqu'à la reprise récente de ses activités. Malheureusement, les employés de la dite société sont très inquiets et pour cause, ils craignent que cette entreprise étatique ne tombe définitivement en faillite, à voir le comportement de ses responsables qui ne font que dilapider le peu qui restait de cette société. En effet, selon un des cadres de la Sosumo qui a requis l'anonymat pour des raisons de sa sécurité, cette entreprise est dirigée comme une entreprise familiale. À titre exemplatif, ce dernier cite la mauvaise gestion du carburant destiné au bon fonctionnement de la dite entreprise, surtout en cette période de carence du carburant. Ici, ce cadre nous parle de comment ce carburant était supposé être dispatché. La Sosumo dispose de 2 sortes de carburant dans ses stocks, le mazout et l'essence. Mais le mazout est plus sollicité, surtout que la plupart de nos machines fonctionnent au diesel. Même les doubles cabines de nos responsables carburent au mazout. L'essence n'est utilisée que par les motos des moniteurs agricoles et ces motos utilisent très peu de quantité d'essence.
Pourtant, au lieu de mieux gérer ce carburant, les responsables en profitent pour contenter leurs familles se trouvant à Bujumbura, et tout ça sur les frais de la Sosumo. En effet, non seulement ils font le plein de leur voiture chaque semaine, mais également ils acheminent de l'essence à Bujumbura pour que leurs épouses et amis ne manquent pas d'essence, surtout en cette période où cet or noir est devenu très rare. À part leurs voitures de fonction, nos dirigeants disposent aussi d'autres voitures chez eux à Bujumbura, et ces voitures carburent à l'essence. Alors tous les vendredis, ils remplissent les bidons d'essence et les ramènent à Bujumbura pour approvisionner leurs familles qui y vivent. Cette malversation des biens publics a tendance à s'étendre à tous les échelons, à telle enseigne que les gens se permettent de vendre des véhicules de l'État sans s'inquiéter de rien. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à Josiane Mouzaneza. Dans le secteur éducatif, certains enseignants dénoncent la politique de 2 poids 2 mesures appliquée dans l'harmonisation des salaires. Ces enseignants indiquent qu'ils se sont retrouvés dans la catégorie des diplômés D6 alors qu'ils ont des diplômes du niveau licence. Après une année d'attente de régularisation, ces enseignants demandent au ministère de la fonction publique de remédier à cette situation. Suivez plutôt cet enseignant qui s'est entretenu avec la RPA. Nous, les fonctionnaires de l'État, surtout les enseignants, sommes très frustrés par la mesure du ministère de la fonction publique que nous qualifions de contraignante de changer nos diplômes. Nombreux parmi ceux qui ont des diplômes universitaires de niveau licence se sont retrouvés dans la catégorie des diplômés D6 destinés à l'enseignement fondamental. Avec ce changement de diplôme, nous avons trouvé que beaucoup d'entre nous ont été sautés. On n'a rien ajouté avec l'ajustement des salaires parce qu'ils considèrent que nous avons des salaires élevés. La situation se présente ainsi au moment où depuis août 2023, ce problème a été soumis aux responsables de l'éducation au niveau communal qui, à leur tour, l'ont transmis aux chargés de l'éducation au niveau de la province et ces derniers l'ont transféré aux responsables des habilités au sein du ministère de la fonction publique. umugambi wo kuganisha imishahara no kugabanya ubusumbasumbane buri hagati y'imishahara y'abakozi ba leta. Le programme d'harmonisation des salaires a été initié en 2016 et le ministre de tutelle a déclaré que toutes les arriérés restantes vont être perçues à la fin du mois de juillet. Cela a été annoncé au cours du journal diffusé à la radio nationale en date du 20 juin cette année 2024. Alors, nous l'avons remarqué lorsque nous avons vérifié sur nos comptes ouverts dans différentes banques en demandant la situation. Nous avons constaté que les salaires n'ont pas été changés et cela a été concrétisé par les accréditifs. Donc, nous qui sommes lésés, surtout sur ces références de diplômes, demandons au ministère de la fonction publique de nous rétablir dans nos droits au moment où nous sommes plongés dans une misère sans précédent. Une campagne de vérification des effectifs d'enseignants issus du recensement électronique à l'issue duquel ces enseignants se sont retrouvés dans une autre catégorie a été organisée par le ministère ayant l'éducation dans ses attributions du 1er au 8 août 2023. Nous avons essayé de joindre le ministre de la fonction publique, Venuste Muyalaga, mais sans succès. Et pour clore ce journal, ce mardi, certains réfugiés burundais de Nyarugusu ont affiché leur inquiétude quant au rapatriement à cause de l'insécurité qui règne au Burundi. Une délégation des autorités burundaises s'était rendue dans ce camp situé en République unie de Tanzanie. Emile Nibasumba pour plus de détails. En plus de $220 par tête donnés aux rapatriés pour couvrir la ration alimentaire de 3 mois et les moyens de déplacement pour arriver chez eux, le chef de la délégation burundaise et le général de brigade de police Nibona Bonansize Célestin a dit ce mardi aux réfugiés burundais de Nyarugusu que la sécurité était totale au Burundi et qu'il s'attendait à ce que 50 000 réfugiés regagnent le pays d'ici la fin de l'année. Mais plusieurs réfugiés ont affiché leurs préoccupations quant à la sécurité évoquée par cet assistant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Celui-ci a cité 2 cas d'assassinat des rapatriés qui venaient de rentrer dans la province Makamba dont il est originaire.
Il a parlé d'un certain David Simba Guidje, dont le cadavre a été retrouvé au marché de Kazingwe. Ce réfugié, précise Kanimbonerakure du nom de Jean-Marie, fils de Samuel, a été arrêté, mais qu'il a été relâché le même jour. Il donne un autre exemple d'un rapatrié qui rentrait d'Ondouta, originaire de Kazirabageni, dont le corps a été également découvert après son rapatriement. Ce réfugié parle aussi de son frère et sa famille attaqués par les Imbonerakure à leur arrivée dans le pays. Ici, il dit que la famille de son frère Vincent Karenzo était formée de 7 personnes. Vincent Karenzo était son petit frère. Cette famille a été attaquée seulement 2 jours après son rapatriement. Les Imbonerakure ont blessé sa femme et son enfant. Ils ont été admis à l'hôpital de Makamba. Selon lui, ils les ont dépouillés de tous leurs biens. Ici, il dit, allez demander à Kazirabageni. Un certain Jean, fils de Philippe, c'est un Imbonerakure, on a trouvé chez lui 2 pagnes et la farine de maïs de la famille agressée. Ce sont des preuves. En répondant aux réfugiés, l'assistant du ministre burundais de l'Intérieur, général de brigade de police, Nibona Bonansis de Célestin, a dit que la plupart des assassinats signalés au Burundi étaient liés aux conflits sociaux, mais que les auteurs étaient poursuivis par la justice. Mais certains réfugiés ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement burundais, qui les avait persécutés dans le pays, les poursuivait jusque dans les camps de refuge en Tanzanie, en y envoyant ses émissaires. Et voilà, amis chers auditeurs, c'est par ce reportage signé Émile Nibasumba que nous mettons fin à ce journal de la RPA de ce mercredi 7 août 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Génie Nahazoué. Passez de bons moments chez vous.